Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur l'MBC. Les titres de cette édition. La roupie a perdu 46% de sa valeur face au dollar américain ces derniers 10 ans. Des mesures prises pour la stabiliser et contenir l'inflation. Nous verrons également comment la valeur de la roupie impacte notre consommation. L'urgence d'un plan de consolidation fiscale pour éviter de graves conséquences économiques réitérées par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. 26 milliards de roupies serviront à s'acquitter des intérêts de la dette publique cette année. Le protocole pour gérer la pandémie de Covid-19 a été validé par l'OMS, témoigne le docteur Kodabakos au tribunal de Kurpip. Il est le premier préposé du ministère à répondre aux questions dans l'enquête judiciaire sur le décès de patients dialysés. Des pluies diluviennes à New York et dans le New Jersey provoquent d'importantes perturbations dans les transports, entraînant des opérations de secours. Nous monterons dans les gradins aux côtés des collégiens venus supporter comme il se doit les leurs pour les Jeux intercollèges. Vous l'entendrez, l'ambiance est assurée. Et puis la tornade en turban, Fauja Singh quitte définitivement la piste. À 114 ans, le plus vieux marathonien du monde a été victime d'un accident de la route. Mais d'abord, le voile du kitesurf de Tarek Narod a été retrouvé à environ 9000 nautiques au large de Trou-aux-Biches. La famille du jeune homme l'a formellement identifié. Les opérations de recherche se poursuivent activement dans cette zone ainsi que tout le long de la côte ouest. Le patrouilleur Victory est mobilisé pour appuyer les équipes sur le terrain. Selon la National Coast Guard, les recherches sont orientées en fonction des courants et des vents dominants qui pourraient avoir influencé la dérive du matériel et potentiellement de Tarek. Le jeune homme de 28 ans a disparu en mer le 6 juillet dernier alors qu'il pratiquait le kitesurf au Morne. Depuis, autorités volontaires s'organisent pour le retrouver. À l'Assemblée nationale, lors de la private notice question du leader de l'opposition, le Premier ministre a répondu que la roupie s'est dépréciée de 46% face au dollar américain entre décembre 2014 et novembre 2024. Le docteur Navin Ramgoolam a fait un état des lieux de la situation économique durant cette période, marquée, dit-il, par un excès de liquidité, une inflation en hausse et une roupie affaiblie. Le chef du gouvernement a également détaillé les mesures prises pour stabiliser la roupie mauricienne et contenir l'inflation. Le compte-rendu de Dassa Palassormi. En réponse à la PNQ, le Premier ministre a expliqué que la Banque centrale, sous l'ancien gouvernement, avait injecté 180 milliards de roupies dans le pays. Cela a créé un excès de liquidité, ce qui a contribué à une forte poussée de l'inflation. Ce surplus d'argent a fait baisser les rendements sur les placements, ce qui a creusé un écart défavorable avec des devises comme le dollar. Résultat, la roupie s'est fortement affaiblie. Le docteur Navin Ramgoolam a également révélé que cet excès de liquidité coûte chaque année quelques 4 milliards de roupies à la Banque de Maurice pour être absorbée. 11.3% in February 2023, while the rupee itself depreciated by 46%, Mr. Deputy Speaker, against the US dollars between the end of December 2014 to November 2024. On a cumulative basis, inflation increased by 46.5%. The headline inflation rate is at 2.9% for the 12-month period ending June 2025, compared to 4.5% in June 2024. We expect the inflation rate for this year to be below 4%, that is within the target of the Bank of Mauritius. Le chef du gouvernement a déclaré que son gouvernement change de modèle économique, axé désormais sur l'investissement, les exportations et l'innovation. Il a aussi énuméré les mesures prises par son gouvernement et la Banque de Maurice pour stabiliser la roupie mauricienne. In December 2024, the Bank of Mauritius issued instructions to banks to ensure that all dealings in forex, including swaps and other derivatives, should be effected through financial institutions which are licensed by the Bank of Mauritius, not outside. Banks were also requested to enhance due diligence on intercompany buying and selling of foreign currencies, as well as swaps and other derivatives. The second thing they did was in February
2025, the key rate was increased from 4% to 4.5%. Thirdly, another instructions to bank was that forward transactions should be priced in a fair manner and in accordance with market fundamentals, as some sellers of the forex market were imposing excessively high forward premia, which was against market conventions. Fourth, the regulatory arbitrage between the Financial Services Commission and the Bank of Mauritius regarding the purchase and sale of forex by treasury management companies was discontinued totally. Fifth, the Bank of Mauritius has monthly meeting with the treasurers of banks through the Mauritius Financial Markets Committee. It is important to note, Mr. Deputy Speaker, that as a result of the removal of these dysfunctions, that the rupee stabilized on a trade-weighted basis. However, due to movements in international markets, the rupee has appreciated against the dollar by some 4.8%, and it has depreciated against the euro and the pound sterling. Le docteur Navin Ramgoolam a également énuméré plusieurs mesures mises en place par le gouvernement pour contenir l'inflation dans le pays. Parmi elles, la baisse de 5 roupies sur le prix des carburants, le contrôle ciblé sur les prix de certains produits alimentaires, dont un plafonnement des marges bénéficiaires, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires annoncés dans le budget. Il a également évoqué le Price Stabilization Fund, sur lequel travaillent actuellement la STC et le ministère du Commerce afin d'en définir les modalités d'utilisation. Et la valeur de la roupie impacte directement notre consommation. Toute fluctuation a une incidence sur le pouvoir d'achat, l'exportation et l'importation. Pour protéger les consommateurs et particulièrement les plus vulnérables, il est crucial que la monnaie soit stable, accompagnée par une économie robuste. Chez Adjouman. La valeur de la roupie, comme toute devise, joue un rôle fondamental dans le pouvoir d'achat des consommateurs. Lorsqu'elle fluctue, à la hausse ou à la baisse, il y a des répercussions directes sur les prix des produits importés et par conséquent sur les dépenses des ménages. Aujourd'hui, la plupart de nos importations se fait en dollars. Ça veut dire nous payons échange roupie pour nous gagner dollars, pour nous capables d'acheter ce produit là. Disons, nous pouvons acheter ça c'est pâte par exemple. Si disons les $1. Quand on va les roupies par rapport à $, disons les 40 roupies, quand ils reviennent à Maurice, nous pouvons payer 40 roupies pour les. Quand le dollar vient 45 roupies, pour même sachet de pâte, nous pouvons payer 45 roupies quand les pays arrivent Maurice. Une roupie faible rend les importations de matières premières plus coûteuses, ce qui augmente les coûts de production des entreprises et ainsi les prix pour les consommateurs. Depuis 2020, coûte $1, nous avons 39 roupies. Aujourd'hui, $1, il est 46-47 roupies. C'est 20% d'augmentation. Donc, nous mettons simplement, si un produit type coûte 50 roupies, si à cause de taux d'échange, il coûte 60 roupies à cause de sa 20% d'augmentation qu'il gagne dans le taux d'échange. Par contre, à Gilis, nous devons faire ce qui nous cave pour pallier à ce dollar qui monte là. Nous faisons un hedging, nous veillons bien quand on acheter un dollar, quand on taux approprié, et qu'aussi nous diversifions nos bases de fournisseurs pour s'assurer qu'ils nous achètent le moins cher possible et que nous mettons que ça se répercute sur le prix de vente. Selon les économistes, la clé pour une économie stable est de maintenir un équilibre monétaire. Une roupie ni trop forte, ni trop faible, soutenue par une politique cohérente, une balance commerciale saine et une confiance soutenue des investisseurs. Plus de 50 millions de roupies de reward money décaissées 2 mois avant les dernières élections générales. Réponse du Premier ministre lors de la PMQT. Le docteur Navin Ramgoolam a annoncé un amendement de la loi afin de permettre une enquête conjointe de la police et de la FCC sur toute cette affaire. Cette tranche a également été marquée par le dévoilement des frais juridiques versés par la Mobank à des conseillers légaux privés entre 2016 et 2024, totalisant plus de 40 millions de roupies. Abdel Boulaki. Kouchal Lebin et le docteur Farah Demir ont sollicité des précisions sur le fonctionnement du système de reward money au sein de la police. In view of the opacity surrounding the procedures with regard to disbursement of those reward money, if a departmental inquiry within the police has been set up,
in regards to reward money. From September to October 2024, a total amount of 50,175,350 rupees was paid as reward money, not to police officers, only to informers, 2 months prior to the general election. You can guess the reason why this happened. The Financial Crimes Commission is inquiring into the whole issue of reward money, and we are amending the Financial Crimes Commission Act so that there can be a joint inquiry whenever the need arises. De son côté, Balkrishna Babaji a souhaité obtenir des informations sur l'enquête liée à la saisie de 95 kilos de cocaïne d'une valeur de 1,4 milliard de roupies dissimulée dans une tractopelle en 2019. I'm informed by the Commissioner of Police that the case has international ramification. The police is working in close collaboration with Interpol and other countries in the region for the identification and arrest of probable suspects. The police has sent the case file together with the report from the Financial Intelligence Unit to the Office of the Director of Public Prosecutions for advice, and therefore the course of action will be taken accordingly. Le premier élu de Savane-Rivière-Noire s'est également intéressé à la Mobank, plus précisément aux conseillers légaux privés engagés par cette banque avant 2024. I'm informed by the Mobank Limited that over the period 2016 to 2024, the company has retained the services of 39 attorneys and barristers in the private practice. The total amount paid to them is 40,930,790 rupees. Among the top earners, Ravin Chetty, SC Chambers, was paid an amount of 6,289,350 rupees. Maudemutu Solicitors, 5,763,320. I could go on and on, but I think it's preferable to table this. À une question de Franco Quirin concernant la Horse Racing Integrity Division, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a mis en avant la réorganisation des courses hippiques au Champ de Mars. The government is determined to relaunch the horse racing industry. There have been hurdles, but we are overcoming them, and the horse racing organizer is, I understand, doing its utmost to ensure that horse racing starts at the earliest possible. Quels sont les critères qui ont été pris en compte pour le choix du Chief Stag? Et sait-il que ce monsieur, le monsieur SDC, faisait partie du Licensing Committee de la GRA? My information, he was never on the licensing committee. Toujours lors de la PMQT, le Premier ministre a déploré le montant de la dette publique qui a plus que doublé en 10 ans pour atteindre, dit-il, un niveau très élevé fin 2024. Il souligne que le gouvernement devra mobiliser plus de 26 milliards de roupies cette année uniquement pour le paiement des intérêts sur la dette, une somme qui, selon le Dr Navin Ramgoolam, aurait pu être investie dans des secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé ou le logement social. Le chef du gouvernement a ainsi réitéré l'urgence de mettre en place un plan de consolidation fiscale afin de redresser la situation et éviter, dit-il, de très graves conséquences économiques pour le pays. Le Premier ministre répondait à une question du député Manoj Sibun sur la situation des finances publiques. Écoutez. The public sector debt in nominal terms amounted to 238 billion rupees as at the end of December 2019. And rose, 2014, and rose to 608.2 billion rupees as at the end of December 2024. In other words, from 238 billion in December 2014 to 608.2 billion in December 2024. In other words, Mr. Deputy Speaker, if we just make a quick calculation, it has almost doubled over the 10-year period. At the time we left office in December 2014, the public sector debt to the GDP ratio stood at 59.5%, which was below the 60% then in force, which we had put it in together with what was being done in Europe, 60% of GDP. However, the previous government's irresponsible fiscal stewardship resulted in a sharp increase in the debt ratio, reaching 87.4% by December 2024. They had themselves
extended the ceiling to a statutory ceiling of 80%. From 60% to 80%. And they themselves raised that, again, went to 87.4%. The ceiling was raised precisely in an attempt to conceal the extent of the fiscal mismanagement. That is why it was done. In real terms, that is after adjusting for the rise in GDP deflate over the past 10 years, public sector debt stood around 382 billion as at the end of December 2024. And concerning part B of the question, it is manifestly evident that the estimated level of public debt of 642 billion rupees is unsustainable. We cannot sustain it. According to the 2025 IMF Article 4 consultation report, Mauritius is at a high risk of sovereign stress, reflecting mostly a high level of vulnerability in the medium and long term. This is why I say to the people who supposedly are protesting, they have no idea. They have no idea what they're saying. The previous government has burdened this country with an overwhelming level of debt. In the fiscal year 2024-2025 alone, public sector debt rose by 83 billion rupees, which is equivalent to an average daily increase of 227 million rupees. We had no option, Mr. Deputy Speaker, we had no option to act responsibly and come up with a fiscal consolidation plan with concrete measures aimed at reducing both the budget deficit and the public sector debt, which the previous government saddled the country with. Without the implementation of these measures, public sector debt would have spiraled out of control, and they would have had severe repercussions on the public finances, also on the broader economy, and on the well-being of the population, including, I tell people who don't realize, including no pension to anyone in the coming decades if we don't do anything now. Not even 60, nobody would get pensions. This is what we are facing. This would have been inevitably also, Mr. Deputy Speaker, led to a downgrade of our credit rating to junk status by Moody's. Some people don't understand. Why should we care about Moody's? There are consequences. Such a downgrade would have had far-reaching implications, including higher borrowing costs. The financial sector would be dead. The depreciation of the rupee will continue. Capital flight will increase, will go more and more. Why would people put money in a country which has junk status? Nobody does this. FDI, therefore, would actually reduce to practically nil, and there would be broader negative effects on the economy. It would seriously, very seriously, jeopardize our long-term fiscal stability. With respect to debt servicing, interest payments on government debt, just interest payment, I think many people don't realize. Juste sur les intérêts qu'on doit payer, c'est 21,8 milliards for 2024-2025. Just to pay for the debt, for the interest on the debt. This is the second largest expenditure in the whole government budget after the basic retirement pension. This year, due to substantial debt accumulation over the past decade again, interest rates are projected to rise to a staggering 26.1 billion rupees. Some people might say, but you have been in government, but the debt is there. We have to pay the interest on the debt. It will be 26.1 billion rupees. This is a rise of 20% already compared to the preceding year. It's not our doing. It's the debt that they have accumulated that we have to pay now. Instead of paying 26.1 billion rupees as interest on debt, imagine that amount of money could have been used more effectively. It could have been allocated to different sectors, priority sectors such as education, such as health, such as housing. This money could have gone there. The money we have to pay the debt, the interest on the debt. Thus, the opportunity cost of high debt servicing is substantial. It diverts resources, as I said, from the developmental priorities that could stimulate economic growth and improving living standards.
Sustained high-level debt, if less unaddressed, risks undermining, as I said, the whole country's growth potential and fiscal resilience. Mr. Deputy Speaker, this is why we have made a firm commitment to reclaim the fiscal serenity and gradually bring the public sector debt to a GDP ratio to a more sustainable level of 60%, as it was when we left government in 2014. Nous restons à l'Assemblée nationale où le Financial Crimes Commission Amendment Bill a été présenté et débattu cet après-midi. Il permettra à la Financial Crimes Commission et à la police de mener des enquêtes conjointes sur les infractions concernant les crimes financiers. Le docteur Navendra Mgholam a souligné l'importance pour ces deux entités de travailler ensemble sur certains dossiers pour plus d'efficacité tout en respectant l'indépendance statutaire de chacune. Un amendement qui constitue une étape préparatoire à la création de la National Crime Agency, dira le Premier ministre. Il y a eu plusieurs intervenants sur ce projet de loi qui a été adopté avec amendement. Écoutez. This bill, Mr. Deputy Speaker, is intended to promote greater and more efficient collaboration and ensure the close and cooperative functioning of the two most important law enforcement and investigative agencies in Mauritius. This will be an important preparatory step for the formation of the Mauritius National Crime Agency, and I cannot emphasize the seminal importance for Mauritius of making a success for that new institution. Mr. Deputy Speaker, sir, these amendments are fundamental to our unwavering commitment to transparent government, efficient administration of justice, and securing a safe and prosperous Mauritius, a future for Mauritius. They form, in fact, the very bedrock upon which we will build our future National Crime Agency, ensuring Mauritius remains vigilant and resilient against financial and organized crime. For the time being, it enhances cooperation between the two investigative agencies, which will eventually report to the Director of Public Prosecutions, without in any way hindering or sidelining one or the other agency. It is, in fact, the DPP which will decide whether to prosecute or not to prosecute. 7 mois après, le Financial Crime Commission Act est toujours vivant et rien à l'horizon concernant cette nouvelle agence, c'est-à-dire le National Crime Agency, alors que dans le discours programme, le gouvernement parlait de immediate measures, mais non seulement de immediate measures, mais aussi that investigations are carried out independently and objectively. Where will the interviews be conducted? Interviews of accused, of witnesses? Will it be at Eben? Will it be at Kazen? Where will the files be kept? Are there going to be 2 files? Is there going to be 1 file? In which office is it going to be kept? At the Kazen or at the FCC? Who will be recording the statements? This bill is urgent, Mr. Deputy Speaker, sir, because there are ongoing investigation, there are potential investigation, and the Financial Crime Commission need the support of the police to resolve some of these inquiries. This is the reason why we are coming here. If both FCC and police do not see the merit of a joint investigation, there will be none. If both decide that one is necessary, they are free to pool their efforts freely. But if ever one of them is of the opinion that a joint investigation is needed and the other agency is not so sure, the law will now command cooperation. Mr. Deputy Speaker, sir, the importance and urgency of these amendments are reflected in the fact that we are not waiting for the establishment of the new National Crime Agency to include them in our law enforcement arsenal. La fête nationale du 14 juillet célébrée hier soir à Telfer, Moka, l'occasion pour l'ambassadeur Frédéric Bontemps de déclarer que Maurice et la France entretiennent une relation exemplaire basée sur des valeurs comme le respect et l'amitié. Sylvana Parimamon. C'est l'événement phare de l'année pour la communauté française à Maurice. Une fois de plus, le 14 juillet a rassemblé autour d'une amitié franco-mauricienne.
L'ambassadeur Frédéric Bontemps a accueilli ses invités à Telfert dans ce qui deviendra dans quelques mois les nouveaux locaux de la diplomatie française. Des toasts ont été portés au bien-être des peuples de Maurice et de France. Un toast pour Monsieur le Président de la République et au peuple français. À la santé de son Excellence le Président de la République de Maurice et du peuple mauricien. Pour l'ambassadeur français, même si le monde vit des moments difficiles, il reste des motifs d'espoir. Nous conservons la capacité à progresser ensemble. Nous en avons été témoins à Maurice avec le règlement pacifique de la querelle juridique autour de l'archipel des Chagos. Dans de telles périodes d'incertitude et de tension, la seule boussole possible à laquelle nous pouvons nous référer, c'est la fidélité à nos valeurs et la mise en commun de ces valeurs. La France et Maurice entretiennent de ce point de vue une relation exemplaire, une relation de respect, d'amitié, de valeurs partagées. Cette relation nous est précieuse, nous devons l'entretenir. L'ambassadeur français a également exprimé ses vœux au Premier ministre dont l'anniversaire coïncide avec la fête nationale française. Ce mardi, l'enquête judiciaire sur le décès de patients dialysés a pris un nouveau tournant. Le premier témoin du ministère de la Santé a été entendu. Le docteur Fazil Kodabakos a déclaré que la Covid-19 était un phénomène nouveau et que le ministère de la Santé avait mis en place un protocole validé par l'OMS pour gérer au mieux la situation. Le récit de Kavin Tapessar. Les premiers représentants du ministère de la Santé étaient présents au tribunal de Cure-Pipe ce mardi. Ils ont été convoqués pour fournir des explications quant au protocole de la Covid-19 qui avait été mis en place pour les patients dialysés, notamment en ce qui concerne le contact tracing, le transport, l'hébergement, la prise en charge médicale et les ressources humaines déployées au New Suyak Hospital ainsi qu'au centre de quarantaine de l'hôtel Tamassa. L'assistant DPP, Jean-Michel Hassen, a appelé le docteur Fazil Kodabakos à la barre. Le directeur de santé publique a expliqué que le ministère de la Santé avait mis en place un protocole suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant le déploiement du personnel, l'organisation du transport ou encore l'hébergement et la prise en charge médicale des patients dialysés. Il a expliqué que la responsabilité était celle du Regional Public Health Superintendent de la région sud et que celui-ci agissait sous la supervision du Regional Health Director de l'hôpital Jawaharlal Nehru. Il a tenu à faire ressortir que les préposés au ministère de la Santé ont fait de leur mieux compte tenu de la menace que représentait la Covid-19 à l'époque. Un peu plus tôt, Noureza Romjon, veuve d'Azad Romjon, patient dialysé décédé le 11 avril 2021 à l'âge de 52 ans, a témoigné. Elle a déclaré que les séances de dialyse écourtées auraient, selon elle, précipité la mort de son mari. Elle n'a pu poursuivre son audition en raison d'un malaise. Sur l'avis de son médecin et de ses proches, Dave Kisundoyal décide de mettre fin à sa grève de la faim qui était entrée dans son 11e jour. Il dit vouloir poursuivre son combat et annonce des actions légales pour contester la décision de rehausser l'âge de la pension de vieillesse. On l'écoute. Arrête sa grève de la faim là depuis aujourd'hui et mon combat peut continuer. Le combat il pas s'arrête là. Mon une prochaine action comme on finit convalescence, pour challenge la décision du gouvernement à la Cour suprême. La question de l'adaptation des zones urbaines face aux événements climatiques extrêmes est à nouveau soulevée. D'importantes inondations ont touché la région de New York et de l'État de New Jersey à la suite de pluies diluviennes provoquées par un système orageux stationnaire. Les commentaires de Megan Ponapanakan. Les images diffusées par la télévision américaine sont impressionnantes. Des rues ont été littéralement submergées.
Les fortes pluies qui se sont abattues sur certaines parties du nord-est des États-Unis ont paralysé certaines parties de la ville de New York et du New Jersey. À New York, les fortes pluies ont causé d'importants problèmes dans les transports publics. La Metropolitan Transportation Authority a déclaré que les inondations avaient entraîné l'arrêt de certaines rames de métro et de longs retards dans d'autres. Dans le New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a déclaré l'état d'urgence, invitant les habitants à rester à l'intérieur. Ces fortes pluies font suite aux prévisions météorologiques du National Weather Service qui avait mis en garde contre des précipitations intenses et le risque d'inondations soudaines dans tout le nord-est des États-Unis. Clin d'œil à deux nouvelles centenaires du pays pour cette première quinzaine de juillet. Louise Suzanne Marie Félix, née à Saint-Pierre un 3 juillet 1925. Elle s'est mariée à 24 ans à un mécanicien qui travaillait sur la propriété sucrière de Saint-Aubin. Femme au foyer et mère de 5 enfants, elle a toujours privilégié un mode de vie sain et discipliné. Chow Yin Kwok Tak Hing a, elle, célébré ses 100 ans entourée des siens le 5 juillet. Elle attribue sa longévité à Dieu et aux soins dévoués de ses enfants. Elle en a eu 7 qui lui ont donné 22 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants. Elle joue encore au mahjong et aux jeux de cartes chinois. Bon anniversaire à elle. Il était considéré comme le plus vieux marathonien de la planète. L'Indien Fauja Singh est décédé hier à l'âge de 114 ans. Il a été percuté par une voiture non identifiée, surnommée la Tornade en turban. Il avait couru son dernier marathon en 2013. Il avait alors 101 ans. Célèbre dans le monde entier, il avait porté la flamme olympique en 2004 et 2012. Dans quelques instants, la page des sports, mais avant, les Jeux intercollèges, surtout l'ambiance dans les gradins. Ce mardi, au complexe sportif de Côte-d'Or, les finales de football féminin et masculin se sont disputées dans une ferveur inégalée. Entre slogans, chants improvisés et esprit de camaraderie, les élèves ont donné de la voix autant que les joueurs ont donné d'eux-mêmes. Voyez le reportage de David Rajkumar. Des chants, des slogans et beaucoup d'improvisation dans les tribunes du complexe sportif de Côte-d'Or. Pour ces Jeux intercollèges, les paroles naissent souvent sur le vif et le rythme se trouve en groupe. Il y a des chansons qui viennent depuis ici même, on improvise, on prend des chansons, on les refait et il y en a qui sont depuis l'époque des signaux avant. Petro-toi, donne le tempo. Dis-nous, est-ce que ça une fait pour choix tout mon camarade? En fait, arriver ici, c'est juste pour venir supporter, c'est l'ambiance quoi. Une première immersion pour certains qui découvrent cette ferveur. Je donne l'ambiance assez forte. Man crie et tout, que ça je apprends ça. En fait, depuis avant, nous apprenons pour faire fonder, pour est-ce que chante tout le monde ça fait, je peux expliquer, là nous-mêmes nous l'équipe, tu peux gagner. Pour d'autres, c'est déjà devenu une tradition. Pas la première fois, ça, je suis venu des heures de cela. Par exemple, qui m'a chanté, m'a nouveau chanté. Oui, Van France, voyez. Cette énergie collective qui faisait la force des éditions précédentes reprend peu à peu sa place. Dans l'année 90, c'est dans l'ambiance électrique. Nous, je peux aller en Jalette, c'est un intercollège de vraiment grande ampleur, comment je tout connais, qui vivent à ce moment-là.
Après un bon temps, un bon gap, nous revive, c'est-à-dire revival of intercollège. Du côté des garçons aussi, la créativité vocale est à l'honneur. Chants, slogans, rien n'est laissé au hasard. Nous improvisons, nous Mauriciens comme d'habitude, on sait improviser, tout maintenant là, chacun met la voix. Sur le terrain, la compétition est bien présente, mais dans les gradins, c'est la camaraderie qui l'emporte. Depuis hier, nous là, nous mettons Marie l'ambiance, tous les écoles connaissent et nous essayons de pas les autres écoles aussi. On peut essayer de distribuer l'école, nous essayons de tout vendre l'école. En même temps, c'est une journée de fraternité pour nous tous. Et certains établissements perpétuent même leur chant, transmis de génération en génération. Et dans sa santé qui dit John te faut, toi, Kennedy, toi, un monstre, toi. Mais ça, c'est comme si une ligue ici de l'école là. Personne va oublier ça. Si une santé, il nous a fait pomme d'amour qui est reliée. Je sais pas d'où ça sort. C'est une bonne première santé, je dis montrez-moi. Un mélange d'énergie, de passion et d'identité. La victoire se vit pleinement dans les tribunes. Une ambiance qui est appelée à durer dans le temps. Et puis votre rendez-vous matinal sur RM1, retrouvez Didier Rose en direct dès 8h15. Il s'entretient demain avec Lindsay Morvan, président du Mouvement pour le progrès de Rochebois, organisation engagée dans l'éducation, le développement socio-économique et environnemental de la région. Et ce journal prend fin ici. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir. Excellente soirée à vous. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son mori kofi. Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, parfois nuageux durant la nuit et demain matin avec de faibles ondées, surtout à l'est et les terrains élevés. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés sur les côtes. Le temps sera mi-couvert en général demain après-midi avec de faibles ondées sur les hauteurs. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est à environ 15 km/h, devenant léger et variable durant la nuit. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles de 2,50 m. La mer s'améliorera graduellement à partir de demain. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer pour cette nuit. À Rodrigue, il fera essentiellement beau dans la soirée. Le temps sera mi-couvert, à parfois nuageux durant la nuit et demain avec de faibles ondées passagères. Durant la nuit, la température minimale variera entre 19 et 22 degrés. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés demain au cours de la journée. Le vent soufflera du secteur est à une vitesse de 20 à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud.
Les prévisions pour Agalega, beau temps en général. Durant la nuit, la température minimale sera d'environ 24 degrés. La température maximale sera d'environ 30 degrés au cours de la journée de demain. Le vent soufflera du sud-est à environ 30 km/h. La mer sera forte avec des vagues de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Zame son morikofi, so salaire et sauf molégué. Zame son morikofi. Bonsoir à tous, nous démarrons avec les Jeux intercollèges. Les finales en volleyball, tennis de table, badminton et en football ont eu lieu ce mardi. Le collège Boudjouari est le champion de foot chez les moins de 20 ans. Toujours en masculin, dans le tableau des 15-17 ans, le collège London a été sacré, alors que chez les filles, le bocage s'est distingué. Robert Deschambault. Joie intense pour les joueuses du bocage après leur sacre en finale féminine. Elles se sont imposées 2-1 face au collège France Boyer de la Girodée dans une rencontre palpitante. L'attaquante Élise-Marie Dunienville, véritable fer de lance de l'équipe, a été désignée meilleure joueuse du tournoi, couronnant ainsi une performance remarquable. I'm not the only one who won, of course, it's my whole team behind. It was a team game. Everybody was happy. It was great. Du côté masculin, dans la catégorie des 15-17 ans, le London College n'a laissé aucune chance au collège Hamilton, s'imposant 3-0 en finale. Le jeune attaquant Noah Kandahu s'est particulièrement illustré avec un doublé décisif. Nous comptons, nous travaillons pour ça. Nous sommes depuis régional, nous venons là. Nous avons besoin d'être sérieux, nous gagnons. Comment on trouve aujourd'hui, nous avons des peines. A noter également le troisième but inscrit par Héloïque Legentil qui a scellé le sort de la rencontre. Une journée de finale riche en émotions où le public présent à Côte d'Or a vibré au rythme du spectacle, contribuant pleinement à la réussite de cette belle fête sportive. En volleyball, le gymnase Pandit Sahadeo de Vakwa a vibré avec les finales des Jeux intercollèges. Dans le tableau des 18+, le collège Laurette de Rosil a été sacré en féminin, alors qu'en masculin, le titre est revenu au collège Saint-Joseph. Chez les 15-17 ans, Newington College termine sur la plus haute marche du podium. Côté masculin, enfin, victoire du collège Notre-Dame dans la finale féminine. Focus sur le match entre le collège Notre-Dame et le bocage. Une belle ambiance régnait ce mardi au gymnase Pandit Sahadeo à Vakwa pour la finale intercollège de volleyball filles catégorie 15-17 ans. Cela en présence du ministre Patrick Asservaden qui a procédé à la présentation officielle des équipes finalistes. À l'arrivée, une rencontre intense où le collège Notre-Dame s'est imposé avec autorité face à Le Bocage, remportant la finale en 2-7, 25-20 et 25-23. Une victoire nette mais disputée qui témoigne du niveau très relevé de cette édition 2025. Je suis très fière de mon équipe et que nous pouvons bien attendre nous pour gagner parce que nous bien travaillons tous les jours pour gagner la finale. Et qu'est-ce que vous pensez à l'ambiance intercollège hein? Il est bien festif, vous êtes tous petits pour nous. À retenir surtout la belle démonstration de sport, de solidarité et de passion qui marque la fin en apothéose du tournoi intercollège de volleyball 2025. En badminton, les finales intercollèges ont eu lieu au Centre national à Rosil. Plus de 80 badistes ont été réunis pour défendre les couleurs de leur collège dans 3 catégories. Parmi les établissements qui ont brillé, France Boyer de la Girodée, Soukdeo Bissundoyal State College, le MGSS de Flac et le collège Queen Elizabeth Coyal-Sittel. Les volants qui fusent, les regards accrochés au filet. Ces finales de badminton comptant pour les Jeux intercollèges ont offert leur lot d'émotions et de suspense. Ainsi, dans la catégorie des moins de 18 ans chez les filles, Laina Chinia, élève de la SSS France Boyer de la Girodée, est déjà qualifiée pour les prochains CJSOI à décrocher le titre.
Elle s'est imposée face à Nina Bektoar du Royal College QPIP sur le score de 21-8, 21-11. C'était assez compliqué, mais j'ai pu appliquer mon jeu et tout. Ça très bien me fait genre me content de rester gagner compétition là, me fait fierté me l'écoute. Chez les garçons, la catégorie des plus de 18 ans a été dominée par Tejas Savu du Sukhdeo Bisundayal State College. Grâce à son expérience sur la scène continentale, il a pris le dessus sur Nathaniel Sidney du collège Saint-Esprit en 2-7, 21-13, 21-9 pour décrocher la médaille d'or. Ça m'a châtié une assez grande pression pour moi parce que mon pays au niveau régional contre un jeu 7 au et qu'aussi là, mon récit rattrape moi-même en l'autre façon. Au total, 84 badistes étaient en lice pour cette phase finale. 3 catégories figuraient au programme. Ce qui déjà dans le Centre national confirme cette performance, mais ce qui est important, c'est qu'il nous découvre ce talent. Parmi les autres vainqueurs de la journée, citons Aditi Barot de la MGSS FLAC chez les filles dans la catégorie des plus de 18 ans et Mianish Changia du QEC chez les garçons de moins de 18 ans. En tennis de table, les finales en individuel ont été disputées ce mardi à Beaubassin dans les 3 catégories au programme, soit 14-15 ans, 16-17 et 18-20 ans. Sonam Guljar du collège d'État de Pamplemousse, Ishak Kassoumali du collège Saint-Andrews, Zara Djoumka du Eben SSS, Kaloum Limoline du collège du Saint-Esprit, Tania Lochenpou du collège d'État Eben et Ansley Rangasamy du collège St. Mary's se sont distingués. À partir de demain, ce sont les épreuves d'athlétisme qui retiendront l'attention. Elles sont prévues au complexe multisport de Côte d'Or. La dernière journée en athlétisme, ce vendredi 18 juillet, passera en direct sur MBC 11 à partir de 10h15. Cyclisme avec le Tour de France, premier jour de repos ce mardi pour les coureurs. Hier, la 10e étape a été remportée par le Britannique Simon Yates qui a décroché sa 3e victoire d'étape devant Thymen Arensman et Ben Healy qui récupère le maillot jaune. Ashley Sitana nous fait le point. À l'issue des 10 premières étapes, le Tour de France 2025 tient toutes ses promesses. Entre sprint, chrono et parcours montagneux, le maillot jaune a changé plusieurs fois d'épaule. Mathieu Van Der Poel l'a porté un temps avant que Tadej Pogačar ne le récupère lors d'un finish explosif au mur de Bretagne. Mais ce lundi, c'est l'Irlandais Ben Healy qui s'est imposé comme le nouveau patron. 3e de la 10e étape, il devance désormais Pogačar de 29 secondes au général. Healy, déjà vainqueur du contre-la-montre lors de la 6e étape, mène aussi le classement des jeunes. Quant à Pogačar, il n'a pas dit son dernier mot. Lui qui compte désormais 19 victoires sur le Tour, autant que le légendaire François Faber. Après une journée de repos bien méritée, les coureurs reprendront la route ce mercredi pour 156 km autour de Toulouse. Et football pour terminer au chapitre des transferts. Luka Modric quitte le Real Madrid après 13 saisons et une légende bâtie à la Casablanca. Alors, le Ballon d'Or 2018 rejoint le Milan AC. À 39 ans, il découvre la Serie A avec un contrat jusqu'en 2026 et une option pour une saison de plus. Il a passé sa visite médicale hier. Le Real Madrid, de son côté, compte accueillir Alvaro Carreras en provenance de Benfica. L'arrière-gauche de 22 ans a été formé à Madrid. Et puis, le FC Barcelone n'est pas en reste. Les Blaugrana ont annoncé l'arrivée du Suédois Rooney Bargi, 19 ans, en provenance de Copenhague. Après une saison freinée par les blessures, l'ailier intègre l'équipe B avec déjà 84 matchs pro et 15 buts au compteur. Et voilà, ce sera tout pour les nouvelles sportives. Merci de votre attention
Bonne soirée à vous tous.